C'est parce qu'il y a eu l'affluence que mon restaurant a été cassé. Voilà. Il faut avoir un mental d'acier quand même pour voir son restaurant être détruit. Je sais pas, peut-être qu'on ne voulait pas que... Peut-être que j'ai du succès. En tant qu'entrepreneur, j'ai réussi à montrer que mon business est viable. Et tu apprends que ton restaurant va être détruit dans quelques heures, quelques minutes. Comment tu te sens quand tu apprends ça? Il n'y a pas de grands leaders quand tout va bien. On voit qu'il y a des grands leaders quand tout va mal. C'est quoi les qualités essentielles que tout entrepreneur devrait avoir? C'est d'avoir un rêve, de connaître son rêve, de connaître sa passion. Et une fois qu'on l'a trouvé, c'est de ne jamais le lâcher. L'argent est là et puis on va dire encore pleurer. Donc c'est mieux de chercher l'argent. Voilà quoi. C'est ça, donc. Texas Grill. Donc les gens viennent se promener, mais voir Texas Grill. C'était juste une table et un fourneau à côté. Donc tu avais juste une table. Tu peux dire avec combien tu as commencé au final? 30-40 000 francs. Si tu as l'argent pour faire un business, tu es un businessman. Businessman et entrepreneur, c'est vraiment différent. Moi, je suis entrepreneur. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast des investisseurs africains. Ici, on met en lumière des Africains qui brillent par leurs histoires, leurs secrets de réussite, leurs échecs également, et qui inspirent plusieurs personnes. L'entrepreneur que nous allons recevoir aujourd'hui est exceptionnel. Il a bravé plusieurs difficultés, mais il a été soutenu par la population. La population l'a porté. Il est là, malgré toutes les difficultés, il reste debout et il veut montrer bien que l'entrepreneuriat, ce n'est pas facile. Mais malgré les difficultés, on continue toujours d'avancer. Il est dans un secteur que j'affectionne particulièrement, la restauration. Je suis plusieurs fois allé manger ces plats qui sont très bons, très bien assaisonnés. Il nous donnera peut-être un secret de pourquoi ces plats sont si bons. Il est très sympa, très accessible et en même temps très inspirant. Je pense que vous voulez tous recevoir avec moi Goris Maxwell, qui viendra sous vos acclamations bien sûr, et qui va partager avec nous plusieurs secrets de réussite. Bonjour Goris, comment vas-tu? C'est quoi, quand je parlais, tu t'es pas reconnu ou bien? J'étais étonné. J'étais étonné. Mais c'est bien de toi qu'il s'agit. Merci en tout cas d'avoir bravé la pluie, venir ici aujourd'hui pour partager ton histoire et pour que plus de personnes te connaissent. Oh, merci beaucoup. C'est un honneur. Je te vois de temps en temps à ma terrasse, mais bon, première fois d'échanger directement avec toi, c'est tout un honneur. Ouais. Ok, super. Merci. Bon, certainement, plusieurs personnes te connaissent, d'autres un peu moins. Est-ce que tu peux commencer par te présenter? Qui est Goris? Je suis Goris Alain Trésor Maxwell. Je suis ivoirien, jeune ivoirien à Diocro et en même temps à I de ma mère. Et entrepreneur dans la restauration, bientôt dans beaucoup d'autres choses aussi. Ah bon? Tu pourras en parler pendant ce podcast? On verra bien. Okay. Et voilà. Et donc, je suis propriétaire de la chaîne de restaurants Texas Grills et qui a commencé sur une toute petite table, disons, en 2015. Et aujourd'hui, nous sommes à 4 restaurants. On va ouvrir bientôt le 5e, ce 20 décembre. Là. Ouais. C'est bien, tout le monde entend parler de Texas Grill. Pourquoi avoir décidé de lancer Texas Grill? D'abord, qu'est-ce que tu proposes comme nourriture? Est-ce que ce sont de la nourriture du Texas ou quoi? Non, en fait, on propose des grillades à la sauce barbecue, à une sauce secrète barbecue que j'ai élaborée moi-même, avec la sauce d'assaisonnement que ma mère m'a montrée. Donc, voilà. Et donc, on décide d'appeler Texas Grill au lieu de Barbie Grill ou bien, comme beaucoup de personnes me demandent. C'est parce que, pour moi, le nom Texas Grill, ça vendait plus. D'accord. Ça vendait plus et puis ça pouvait être facilement exportable parce que je veux aussi avoir des aventures africaines, européennes, américaines aussi. Donc, voilà pourquoi j'ai choisi Texas Grill. Ok, mais Texas Grill, même si ça vend, ça ne promeut pas la nourriture africaine. Pourquoi pas Barbie Grill? Moi, j'aurais dit Barbie Grill, mais ça parlerait moins que Texas Grill. Donc, est-ce que c'est parce que tu veux aussi peut-être plébisciter un peu la nourriture américaine? Parce que voilà, les gens connaissent. Non, pour ne pas qu'il y ait d'amalgame dans la tête des clients, Texas Grill, ils savent déjà à quoi s'attendre, en fait. Voilà. Je peux appeler Barbie Grill, mais... ou bien un autre nom que j'aurais pu prendre, mais ça n'allait pas. Mais quand je dis Texas, tout le monde sait que c'est le coin du barbecue par excellence. Grillade, c'est pour l'Afrique avec tout ce qu'on a comme choukouya et tout. Donc Texas Grill, ça fait les grillades africaines accompagnées à la sauce barbecue américaine. Et ça marche bien. Ça marche super bien. En tout cas, moi j'ai goûté plusieurs fois, c'était très bon. En tout cas. Et c'est Merci surtout beaucoup. que c'est accompagné avec de la loco.
Donc, Ouais. ce n'est pas juste une importation. À locaux, à Tchéké, moi je viens de Dabou, donc souvent on a de la Tchéké qui vient du village et tout ça, donc voilà. Donc, super. J'ai une petite surprise pour toi, pour commencer. Ah, ok. Tu vas regarder juste l'écran là. On va te montrer une vidéo. Wow. Je pense que c'est cette vidéo qui t'a fait connaître au grand public. Ouais. C'est cette vidéo qui t'a révélé au final. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui se passe? Et c'est en quelle année cette histoire? Ça, c'est vraiment le 6 mars 2019. Une date qui reste ancrée, quoi. 6 mars 2019, c'est la destruction du premier restaurant, disons du premier restaurant, vrai restaurant que j'ai construit. D'accord. Voilà. Donc, c'est ça. Pourquoi on a décidé de détruire le restaurant? Parce qu'on m'a dit que ça faisait de l'embouteillage. Donc, franchement, je ne comprenais pas pourquoi. Moi, j'étais un peu perdu. On m'a dit que ça, à cause de l'embouteillage, voilà pourquoi il fallait détruire le restaurant. Ok. En gros, tu prends une parcelle. Forcément, peut-être que tu loues la parcelle à quelqu'un. Bien sûr. Et tu commences à construire. Ouais. Et puis, un jour, on vient te voir, on dit on va détruire ton restaurant parce que ça crée de l'embouteillage. Il y a Bon. forcément eu une histoire, quelque chose qui s'est passé avant qu'on on parle d'embouteillage quand même. Ok, d'accord. Je n'ai pas vraiment le vrai fil de l'histoire, mais disons que moi, je viens prendre un coin en 2018, disons novembre, bien décembre 2018, et qui était déjà un restaurant. C'est ça. Et qui était fermé. Et donc, je le prends, je l'ouvre. Donc, je fais les travaux vu au sud de tout le monde, et sur un terrain qui avait un ACD et tout. Et je sais pas, peut-être qu'on ne voulait pas que... Peut-être que j'ai du succès, parce que je pense que si j'avais pas beaucoup de clients qui venaient, j'allais pas en arriver, parce que je pense qu'on était deux sur cet espace-là. Le deuxième restaurant est toujours là. D'accord. Et moi, on a décidé que je faisais trop d'embouteillage, trop d'embouteillage, voilà, donc il fallait détruire le restaurant. D'accord, Donc je pense que ils ont eu une réunion au ministère, je ne sais pas quel ministère, mais qui a appelé la mairie pour dire qu'on détruisait le restaurant dans 48 heures, qu'il fallait m'avertir. Et donc, vu qu'on m'a donné 48 heures, moi, le lendemain matin, je vais directement au ministère de la Construction avec la dame, et avec l'ACD et tout ça pour montrer mais pourquoi est-ce qu'on va détruire, parce qu'il y a tous les papiers en règle et tout ça. Donc, je reçois un coup d'appel, un coup de fil anonyme qui me dit que non, c'est pas dans 48 heures, mais c'est ce matin à 11 heures que ça va être détruit. Donc, c'est mieux d'aller sortir tes affaires en même temps. Et donc, j'étais perplexe. Je dis non, c'est faux quand même. On m'a dit 48 heures. On dit non, c'est ce matin à 11 heures qu'ils vont détruire. Et donc, j'ai appelé, vu que j'étais déjà au plateau, avec les embouteillards, donc j'ai appelé tout le monde. J'ai dit, allez-y quand même, sortir les affaires, on ne sait jamais. Ils m'ont dit à 48 heures, mais il y a quelqu'un qui m'a dit que ça va être aujourd'hui à 11 heures. Donc, le temps qu'ils arrivent là-bas, les KTP étaient déjà là. Ils m'ont dit, le boss, c'est maintenant, c'est pas dans un truc, parce qu'ils sont déjà là. Il dit, ok, sortez ce que vous pouvez sortir. On avait des cuisines qu'on n'avait même pas encore utilisées. Donc, on a eu juste le temps de sortir des chaises, des marmites qu'on avait pris pêle-mêle. Et ils ont détruit le coin. Comme ça. Ouais. Attends, laisse-moi bien comprendre. Là, tu étais à ton deuxième restaurant. Tu avais déjà J'avais déjà une terrasse. Tu avais déjà une terrasse qui marchait bien. Il y a une terrasse qui marchait bien. D'accord. Et donc là, c'était vraiment le premier restaurant, quand on dit restaurant, parce que l'autre, c'était vraiment le parking qu'on utilisait à chaque fois. Et comme on ne pouvait pas ouvrir on ne pouvait ouvrir que le soir, quand tout le monde était parti. Donc c'était à partir de 17h, 18h qu'on ouvrait. Et ici, c'était un espace qu'on pouvait utiliser à tout moment. Mais ce n'était pas sur le parking. Le premier parking, c'était un restaurant dans un autre endroit. Non, le premier restaurant, c'est à la Riviera 2, que tout le monde connaît. C'était sur un parking. C'est après maintenant qu'on a commencé à prendre des magasins, grâce aux propriétaires. C'était vraiment le parking. C'était le parking, ok. Ouais. Maintenant, quand on construit, parce que moi, si tu me dis que tu es en construction, c'est qu'il n'y a pas encore de clients qui viennent. Il y avait déjà des clients qui venaient quand tu agrandissais juste ton restaurant? Non. Voilà. Ce que vous avez vu, ça, c'est le premier. Je veux dire, l'autre, c'est un parking. Donc, je n'appelle pas ça un restaurant. Un c'est un joint, tout ça. Tout le monde vient s'asseoir, vient prendre une bière, tout est parti. Et donc, après ça, j'ai un espace qu'on me propose à la Riviera 3. Ça, c'est la Riviera 2. C'est ça. On me propose à la Riviera 3. Et donc, c'est un ancien restaurant qui était fermé. Donc, je récupère. Tu récupères je fais les travaux. Je te pose la question parce que, oui, tu récupères, tu fais les travaux. Donc, je suppose que tu n'as pas encore de clients qui viennent. Donc, comment est-ce qu'on dit tu crées des embouteillages? Non. J'ai ouvert. D'accord, j'ai ouvert le 24 décembre 2018. OK. 24 décembre 2018. Donc, c'est 2 mois après, disons le 6 mars.
le 5 mars, qu'on m'annonce qu'on va fermer, qu'on va casser le restaurant. On va casser le restaurant. Donc, depuis que j'ai ouvert, j'avais une influence que je ne comprenais pas moi-même déjà. D'accord. Parce que moi, je pensais que tu étais en travaux et c'est pendant les travaux, donc tu avais déjà ouvert. Non, le restaurant marchait déjà. On a ouvert, l'histoire marchait tellement bien qu'on me disait que ça fait de l'embouteillage. J'allais dire, bon, écoutez, moi j'ai un parking, parce qu'il y a un parking intérieur de 20 voitures. C'est ça. Donc, ceux qui garent sur la route, moi, franchement, la route, c'est pour le gouvernement. Moi, je ne peux pas interdire à qui que soit les garés. Donc, je vois souvent au plateau, tu vois, il y a des panneaux interdits de stationner. C'est mieux que l'État ou bien qui que ce soit vienne poser des panneaux interdits de stationner. Et donc, celui qui gare, c'est à ses propres frais, c'est à tout. Moi, je ne peux pas venir parce que moi, j'ai un parking de 20 places. C'est ça. Et donc, quand il est rempli, je ne peux pas aller dire aux gens qui sont sur le goudron de ne pas garer parce qu'on a dit, nous sommes 2 restaurants. Qu'est-ce qui prouve que c'est mes clients ou pas? C'est vrai que je suis rempli, mais qu'est-ce qui prouve que c'est mes clients? Donc, ceux qui garent sur la route, si on met un panneau interdit de stationner, ça va arranger tout le monde. Voilà. C'est clair. Mais du coup, tu es au plateau et tu apprends que ton restaurant va être détruit dans quelques heures, quelques minutes. Comment tu te sens quand tu apprends ça? J'étais triste, en même temps un peu en colère, parce que pour moi, ça n'a pas été vraiment poli. Poli pour un jeune Ivoirien qui construit quelque chose, qui travaille avec ses frères et tout. Et on m'aurait dit, écoute, on va te délocaliser, bien écoute, ferme pour le moment, on va essayer de trouver une solution, et puis on va voir, mais quand on ne t'informe pas, on te dit, bon, dans 48 heures, on vient casser. Et le lendemain matin, à 11 heures, on détruit tout dans ton restaurant. Ça a vraiment été un manque de respect pour moi, en tout cas. Un manque de respect que j'ai vécu. Et pour cela, je n'ai même pas cherché à aller me faire rembourser. Je me suis dit que je vais leur montrer que je vais revenir parce que ce qu'ils ont détruit là, je ne vais pas laisser ça comme ça. Et donc, je suis revenu, je n'ai jamais cherché à aller voir un avocat. Il y a plein de personnes qui m'ont dit qu'ils vont me représenter et tout ça. J'ai dit non, je ne veux pas. Je vais leur montrer par mon travail que je suis capable de revenir. Et puis voilà. C'est ça. Donc, par ton travail, aujourd'hui, tu es en train d'ouvrir un 5e restaurant quand même. Donc, ton travail a fini par payer. Tu as pris la bonne décision à l'époque. Ouais. Et ce qui est extraordinaire dans ton histoire, c'est que quand ton restaurant se fait détruire, il y a la population qui voit, on a vu le petit extrait, et du coup sur les réseaux sociaux tu fais un tapage en quelque sorte. Les gens te soutiennent, les gens te disent mais pourquoi, ils voient l'injustice et les vidéos partent partout. Donc là, est-ce que ça a été un réconfort pour toi? Comment tu as reçu ça? Ça a été un gros réconfort pour moi parce que c'est ce qui m'a permis même de me relancer, parce que le même jour quand on a fini de casser le restaurant, j'ai dit à mes employés, écoutez, ramassez ce que vous pouvez ramasser. On ouvre ce soir à la Riviera 2. Ils m'ont dit, ouais, monsieur, on va se reposer, on va voir un peu ce qui se passe, on a le temps de bien comprendre. J'ai dit, non, on va ouvrir ce soir. Parce que tellement de personnes m'envoyaient des mots d'encouragement. Je me dis, bon, écoutez, je ne vais pas me prendre la tête pour essayer de m'apitoyer sur moi. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous encouragent. C'est parce qu'on fait un bon travail. Et on va continuer là-dessus. Il y a un capital sympathique qui vient de naître. On va profiter de cela pour se relancer très rapidement. Voilà, donc si je n'ai pas cherché à savoir, ça venait de partout, des politiciens, des entrepreneurs, de la population et tout ça, mais j'ai dit, ok, tout le monde sait qu'on fait un bon travail, donc restons là-dessus. On ne ferme pas, on va continuer, on ne peut pas chercher à savoir qu'est-ce qui se passe, continuons à travailler. Voilà. Il faut avoir un mental d'acier quand même pour voir son restaurant être détruit et ne pas être en train de pleurer, ne pas vouloir se reposer. En fait, c'est comme l'histoire du requin qui sent le goût du sang, bien l'odeur du sang dans l'eau. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai senti que je pouvais faire un certain montant que je n'avais jamais vu de ma vie, je me suis dit que, écoute, si on est arrivé à ça, l'argent est là et puis on va dire encore pleurer. Donc c'est mieux de chercher l'argent. Voilà quoi. C'est ça. Donc et ce jour-là, tu as fait vraiment un chiffre d'affaires extraordinaire. Mais tout le temps qui a suivi, on a fait des chiffres d'affaires parce que tout le monde venait. Il n'y avait même plus de place sur la terrasse. C'était juste le parking, mais chacun venait. Il n'y avait pas de place. D'autres sont arrêtés dans les voitures et tout. On a dit bon voilà. Donc en 3 mois, on avait déjà le capital nécessaire pour ouvrir un nouveau restaurant en 3 mois. Donc mais on a ouvert le 24 décembre, comment j'aime, c'est toujours en décembre, 24 décembre que j'aime ouvrir, donc on a ouvert encore le 24 décembre qui a suivi. Oh, tu as ouvert, ok. Donc, à travers cette expérience, selon toi, qu'est-ce qui est important pour tout entrepreneur pour réussir malgré les difficultés? C'est quoi les qualités essentielles que tout entrepreneur devrait avoir? C'est d'avoir un rêve.
D'accord. Et de connaître son rêve, de connaître sa passion. Et une fois qu'on l'a trouvé, c'est de ne jamais le lâcher. Car malgré toutes les difficultés qui vont arriver, ne jamais lâcher son projet, son rêve. Parce que je vois un proverbe africain qui dit ne pas laisser la proie pour l'ombre. Voilà. Donc, une fois que tu as découvert c'est quoi ta proie, arrête de t'amuser avec les petits trucs. Parce qu'il y a des gens qui ne font qu'essayer de tricher d'autres, qui ne font qu'essayer de copier. Mais bon, chacun de nous a un rêve et il faut le poursuivre. Pour moi, c'est ça le plus important. Et malgré toutes les difficultés, ne pas se dire que les gens nous en veulent. Parce que quand tu es entrepreneur, qu'est-ce qui fait ta particularité? C'est ton témoignage. Alors, plus tu as la douleur, plus ton témoignage est grand. Alors, tu ne vas pas venir dire non, tout était facile, tout était doux, j'ai réussi. Voilà, donc c'est ton témoignage qui va fait comprendre que j'ai eu des difficultés, je suis tombé là. C'est là qu'on va commencer à t'admirer. Parce qu'il n'y a pas de grands leaders quand tout va bien. On voit qu'il y a des grands leaders quand tout va mal. Voilà, quand tout va mal et que tu arrives à diriger un pays, là, tu es un grand leader. Voilà, quand tout va bien, tout le monde peut gérer quand tout va bien. Quand tout va bien. Ok, je sais que tu utilises énormément les réseaux sociaux. Ok, tu es assez présent dessus et tu fais pas mal. Tu présentes beaucoup ton restaurant sur les réseaux sociaux et je pense qu'une bonne partie de tes clients viennent de là. Est-ce que c'est à partir de cet instant où tu vois un peu tout ce capital sympathie qui est créé à cet instant? C'est là que tu vois l'importance des réseaux sociaux pour ton business ou tu voyais déjà cette importance avant? Déjà, je pense que si tu vois bien, c'est parce qu'il y a eu l'affluence que mon restaurant a été cassé. Voilà, donc c'est-à-dire que je commençais déjà à utiliser les réseaux sociaux et je ne voulais pas vraiment faire parce que quand moi j'entrais sur le marché, moi j'étais sur juste une table et j'avais toujours présenté mon restaurant comme un restaurant. C'était une table comme les tables que les femmes vendent les oranges. Et donc je ne peux pas écrire Texas Grill sur la table, mais je le présentais toujours au monde grâce aux réseaux sociaux comme un restaurant, comme l'un des plus grands restaurants à Abidjan. Attends, tu fais bien. Donc tu avais juste une table. Oui, et tu disais que c'était un restaurant. La moitié de donc, ça. tu avais juste cette table-là? Ouais, comme les femmes qui vendent les oranges et tout ça. Je peux te montrer. Les femmes qui vendent des oranges, c'était juste une table et un fourneau à côté. D'accord. Voilà. Et donc, c'est là que j'ai commencé à utiliser les réseaux sociaux. Et j'ai commencé à en parler, Texas Grill. Donc, les gens viennent se promener, mais what, Texas Grill? Non, c'était juste une table devant une boîte de nuit. D'accord. On avait un gars au quartier qui avait une boîte de nuit, un bar. Et donc, on vendait juste comme les gens qui vendent devant les boîtes de nuit, les boutiques. Là, voilà. Donc, on était là. Ma petite amie servait et moi je braisais. Tu braisais. Donc voilà. C'est quoi? C'était un truc de choukouya, quelque chose comme ça? Moi c'était un truc de choukouya, mais moi j'avais déjà ma sauce dessus. T'avais déjà ta sauce et tout. Et que ce soit du choukouya simple, moi j'avais du poisson, du poulet, des burgers, des steaks que j'ai commencé à tester et tout ça. Okay. Enfin, c'était compliqué parce que vendre un burger dans la poussière et tout ça, c'était vraiment pas évident. C'est ça. Parce que les gens n'arrivaient pas à imaginer comment est-ce qu'on demande un steak ou bien un burger sur juste un fourneau, parce qu'ils se disent que c'est de la cuisine élaborée et tout ça, mais bon. Et heureusement qu'il y a un jour, il y a un Européen qui est venu manger, et c'est lui qui a rendu témoignage sur un consommateur averti. C'est depuis ce jour-là que les gens ont commencé à venir. Ok, c'est une table, on va tester, on va s'asseoir, voilà. Et donc c'est comme ça que c'est parti. Mais pourquoi tu commences par une table? Est-ce que c'est parce que tu n'as pas assez de fonds pour commencer au départ? Moi, je suis entrepreneur. Okay, donc... Je suis entrepreneur, je n'ai pas de fonds. J'avais vraiment pas de fonds. Je pense que la table a été offerte, le faitout a été offert, la poêle a été offerte, le grillage, le grill a été offert. Mais offert par On est venu... non, pas parce que le gars de la boîte de nuit, qui venait d'ouvrir sa boîte de nuit, il n'avait presque pas de clients. Donc il t'a dit, écoute, il est venu voir ma fille, mon ex, il lui dit, viens préparer parce que les clients sont obligés de partir parce qu'il n'y a pas à manger et tout ça. Donc comme il n'y a personne là, si tu peux venir te mettre là, et puis voilà. Elle a dit OK. Et donc après, poisson, poulet, il n'y avait pas de bonne recette. Et puis après, quand elle était dans je parlais, la beauté, donc elle est partie en France. Moi, je reprends, pour pas que ça reste vide, je reprends la table, je commence à mettre
de nouvelles saveurs. Quand elle revient, je lui ai dit, écoute, moi, je change le menu et tout ça. Je veux appeler, j'ai mis ça sur Internet, j'ai mis un nom, Texas Grill, j'ai mis des menus et tout ça. Donc, je veux avoir... J'ai commencé à vivre mon rêve sur la petite table déjà. Mais tu savais cuisiner déjà? Non, je ne savais pas cuisiner. Je ne sais pas comment je fais, mais... Tu es un homme de foi, donc tu ne sais pas cuisiner. C'était la table un peu ou bien de ton ex. Et puis là, tu dis, tu reprends et tu vas faire exactement ce qu'elle faisait. Non, je fais autre chose parce que ce qu'elle faisait ne marchait pas. Donc après, c'est remis même dans la beauté. Et donc, j'ai dit, non, écoute, je vais essayer de voir parce que j'ai fait un burger à la maison. Moi, j'ai fait l'Inde. Donc, j'ai mangé des burgers là-bas. Et à un moment, je recherchais à manger des burgers, mais tout ce que je mangeais avait un goût un peu arabe. Et donc, le jour que j'ai fait le burger à la maison, non, c'est pas pour insulter, c'est-à-dire que... non, j'ai eu la même réaction aussi, un goût très arabe. Ouais, donc, quand j'ai fait le burger, de la manière que les gens ont accroché, ça m'a tellement étonné que j'ai dit, ah là, je venais de découvrir ma passion. Donc, j'ai commencé à préparer à la maison des mets, des burgers, des hot dogs, j'ai commencé à essayer à la maison. Et donc, elle est partie, j'ai dit, bah, tiens, comme ils aiment ce que je fais à la maison, je vais essayer de mettre ça sur la table pour voir. D'accord. C'est comme ça que j'ai mis sur la table... Et je pense que certaines personnes qui mangeaient commençaient à apprécier déjà des steaks, des côtes de porc et tout ça. Et voilà. Et ça partait quoi. Voilà. Et tu peux dire avec combien tu as commencé au final? Avec quelle somme? Je veux dire, si j'achetais les assiettes et tout ça, peut-être autour de 20 000, 30 000, j'ai commencé parce que, comme j'ai dit, la poêle n'était pas à moi, le fourneau n'était pas à moi, la table n'était pas à moi. Et donc, juste des assiettes en plastique. J'ai changé les assiettes en plastique parce qu'il y a une cliente qui m'a dit, écoute, j'ai encore son nom, Madame Soro. On quitte loin pour venir manger, puis on met dans des assiettes en plastique. C'est là que je suis allé prendre des assiettes en porcelaine. Sinon, c'était juste des assiettes pour commencer. Tu n'avais même pas acheté d'assiettes en porcelaine. Non. Commencer à tout casser 30, 40 000 francs. Aller à Gabriel Gare, prendre un peu de viande de porc, prendre ceci, prendre cela, tester. C'était des tests et je vois que ça sortait, voilà. Il y a beaucoup là qui nous regardent, qui pensent qu'il faut beaucoup d'argent avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Il faut, la plupart du temps, quand je parle avec des personnes, elles me disent, je n'ai pas le financement pour me lancer, je n'ai pas d'argent. Et c'est l'alibi de 99% des personnes qui ne se lancent pas dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que tu as à dire à ces personnes-là? Parce qu'à travers ton histoire, on voit que tu as commencé juste avec 30 000 à peu près. Et tu avais un rêve, tu avais une vision, tu l'as suivi. Aujourd'hui, d'une table, tu es passé à 5 restaurants bientôt. Donc, qu'est-ce que tu peux dire à ces personnes? Ils ne comprennent pas l'entrepreneuriat. C'est quoi l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat, c'est quelque chose que tu fais quand tu n'as quelque chose que tu commences et dont tu n'as pas l'argent pour faire. Et voilà, donc c'est ça l'entrepreneuriat. Si tu as l'argent pour faire un business, tu es un businessman. Je prends le cas de, comme je l'aime m'appeler, ma madre à Cuba, Angola. Elle, c'est une businessman. Parce qu'elle avait l'argent pour commencer. Parce que soit elle a l'argent pour commencer, soit elle a les fonds. Et c'est à ça maintenant que moi je veux arriver. Je veux la ressembler, je veux arriver à là. Moi, je suis un entrepreneur. Donc, avec l'argent d'un restaurant, j'ouvre un deuxième restaurant. Avec l'argent d'un deuxième restaurant, j'ouvre un troisième restaurant. Mais quand tu as l'argent pour ouvrir un restaurant, deux restaurants, trois restaurants en même temps, sans sourciller, ça c'est du business. Je fais un business, ça marche pas. Alors, si tu n'as pas l'argent et que tu as un rêve, c'est le plus important. Alors, si tu veux réaliser tes rêves, donne-toi les moyens de réaliser tes rêves. Et tu commences juste un peu. Parce que tu peux aller ouvrir un gros magasin, comme je vois des gens qui ont voulu me recevoir, mais qui sont allés ouvrir de gros magasins sans avoir même un client. Moi, de la table, je sais que mon business était rentable. Je pouvais avoir des clients. Mon goût était acceptable. Voilà. Donc là, ça me conforte d'aller prendre un magasin. Ça me conforte d'aller ouvrir un deuxième magasin. Mais tu n'as pas fait toute cette étude-là. Et tu te lèves directement, tu vas ouvrir un magasin. Un magasin à 400, 500 000, tu vas payer pas de porte. Tu n'es pas sûr de pouvoir écouler toute ta marchandise. Tu n'es sûr de rien, tu vas ouvrir un magasin. Non, là, tu es en train de perdre de l'argent. Et ça, c'est des gens qui font un business. Ils ont le pari, ils prennent ce pari de se lancer. Mais quand ils se lancent avec tout. Ils ont tous les moyens. Ils ont la logistique, ils ont le branding, ils ont tout pour le faire. Alors, si tu n'as pas ça, reste entrepreneur. Et entrepreneur, c'est quelqu'un qui n'a pas l'argent pour faire ce qu'il est en train de faire. Tu es en train de construire. Et quand tu as fini de construire, ceux qui vont venir investir, ils vont voir qu'ils vont faire de ton entrepreneuriat un business. C'est ça. Voilà. Donc, tu n'es pas encore arrivé au stade de businessman et tu veux te comporter comme ça, non. Tu vas perdre ton argent. Donc, il faut aller pas à pas. Il faut déjà avoir un rêve. Il faut avoir ton rêve, il faut voir s'il est viable, il faut voir s'il est accrocheur, si les gens vont accepter soit d'acheter tes produits et tout ça.
Et quand tu finis là, maintenant, tu commences à avoir un magasin, 2 magasins, 3 magasins. Voilà, là, on sait que tu es un entrepreneur, tu es quitté de A, tu es arrivé à là. Voilà. Quand tu dis que tu voulais manger des burgers, tu n'arrivais pas à trouver des burgers à ta convenance, tu penses qu'aujourd'hui, ton succès, c'est aussi né d'une frustration parce que tu n'arrivais pas à trouver ce que tu voulais et tu t'es dit, ah, il y a quelque chose là. Bien faut sûr. Que je saisisse et que je fasse finalement des burgers comme je veux. Et ceux qui veulent aussi les mêmes types de burgers, ils viendront manger chez moi. Bien sûr. Est-ce que c'est cette frustration, du coup, qui t'a poussé à ne rien lâcher, à te Si, dire... c'est que j'ai vu qu'il y avait un manque à combler. Voilà, donc s'il n'y avait personne pour combler ce manque-là, moi-même, j'étais très compétent pour combler ce manque-là. Et donc, j'ai essayé. Oh, excusez-moi. Alors, si j'avais assez d'argent, j'aurais pris soit une franchise ou bien ouvrir un grand restaurant maintenant pour commencer. Mais je pense que dans ce domaine, je suis un peu pionnier. Je vois beaucoup de jeunes maintenant qui commencent à envoyer. Voilà. Et la concurrence, c'est pas vraiment de la concurrence, mais ça permet de réveiller le marché. C'est ça. Ça permet d'avoir plus de jeunes qui veulent manger africain, qui veulent manger, voilà. Donc, c'est très bon. Tu penses que tu as été précurseur, quoi? Oui, mais bien sûr, je suis précurseur. Okay. Et quelle est l'importance des réseaux sociaux aujourd'hui? Tu l'utilises tous les jours? C'est très important. C'est très important. Pourquoi? Parce que moi, quand j'ai commencé sur une table, j'avais des restaurants qui étaient déjà établis. C'est ça. Et déjà, je suis fan de 2 restaurants. Il y a Jazz, qui est mon vieux père. Il y a Norima et autres qui sont mes vieux pères. Mais je pense qu'ils n'avaient pas vraiment considéré l'importance des réseaux sociaux. Et donc, ils ont eu à être focalisés peut-être sur le bouche à oreille. Voilà. Et donc, moi, je suis arrivé. On était passé sur les réseaux sociaux. Hein. Je n'ai pas dit en termes de restaurant, mais de vente. On est sur les réseaux sociaux. J'ai eu le temps de... Le nombre de clients qu'ils ont eu à se faire, peut-être en 5 ans, en 10 ans, du bouche à oreille. Moi, j'ai pu le combler en 2 ans, 3 ans. J'ai été... voilà. Et donc, quand je partais ouvrir le restaurant à la Riviera 3, c'est parce que j'étais conscient du succès que j'ai commencé à avoir sur la terrasse et que je ne pouvais pas recevoir tout le monde sur la terrasse, sur le parking, que je suis allé à la 3. Et donc, quand ils sont venus casser, c'est parce qu'ils ont vu qu'il y a tellement de voitures qui garaient, qui sont venus casser. Ce n'est pas parce que je suis en construction, bien le restaurant est vide, mais ils ont vu qu'il y a tellement de voitures que ça créait l'embouteillage. Donc, je pensais déjà être connu sur les réseaux sociaux. Donc, il faut vraiment savoir utiliser les outils digitaux, bien sûr, le digital, pour pouvoir aussi commencer à arriver à ses fins. Donc, je pense que c'est ce que mes précurseurs, bien mes grands frères qui avaient déjà des restaurants n'arrivaient pas à faire. Et donc, moi, j'ai réussi à faire. Donc, toi, tu penses que sans être sur le digital en tant qu'entrepreneur, on perd énormément? On perd énormément de temps parce que ce monde est tellement digitalisé. Un gros village planétaire. Moi, je pense qu'il y a des gens qui quittent dans plusieurs pays pour venir manger chez moi. Et quand ils viennent me rendre des témoignages, non, on te suit depuis tant, on te suit depuis tant. Il y a des gens qui sont venus, il y a des Burkinabés, des Guinéens qui sont quittés aux États-Unis me demander des franchises en Côte d'Ivoire depuis l'année passée. J'ai dit non, je ne suis pas encore prêt à entrer en franchise, mais je suis en train d'étudier pour voir comment entrer en franchise et tout ça. Donc, ça dit que déjà, je suis un peu connu partout. Et ça te permet, quand tu prends l'outil Facebook et Instagram, c'est moi qui gérais ma page depuis le début jusqu'à ce que j'arrive à 150 000 followers sur Facebook et que j'arrivais plus à répondre aux questions. Donc j'ai pris une équipe autour pour pouvoir qui continue le chemin. Mais je comprends. J'étais tellement dessus que même Facebook m'avait envoyé des entraîneurs, des coachs. Et donc depuis Barcelone, ils m'appelaient. Chaque mercredi matin, il me donnait comment utiliser. Parce que oui, Facebook faisait ça. On a arrêté. Donc, je veux dire, il faut comprendre. Quand je suis en Côte d'Ivoire, si je veux que ma application atteigne peut-être les États-Unis et tout ça, il y a le ciblage à faire. Et donc, c'est tout ça qu'il faut commencer. Une fois que tu commences à t'entraîner, tu vas comprendre le ciblage qu'il y a à faire autour de ton business. Parce qu'au début, quand je me levais, quand je sponsorisais mes pages, le temps de me réveiller, bien le temps que mes clients potentiels, c'est les gens de Cocody, de Riviera se réveillent, les gens de Yopougon, bien de Boaké, ils ont fini de liker et tout. Parce que c'est payé au clic. Voilà. Donc après, j'ai compris que je devais cibler, je devais faire ceci, je devais faire cela. Et donc c'est comme ça. Très important d'utiliser les réseaux sociaux. Ça te fait connaître de manière fulgurante et ça peut te casser aussi très rapidement parce que je vois des gens qui peuvent voler des images de restaurants qu'ils ne peuvent pas reproduire. Ils ont l'argent, ils font pas le ciblage, ils sponsorisent à $1000
quand les clients viennent, c'est pas ce qu'ils ont voulu avoir. Et donc là, c'est un couteau à double tranchant pour toi. C'est très important de savoir utiliser les réseaux sociaux. Mais du coup, est-ce que tu peux nous partager quelques conseils de comment utiliser les réseaux sociaux? Ben oui. Est-ce qu'il faut s'afficher? Est-ce qu'il faut mettre son image? Est-ce que les gens, c'est plus l'histoire de l'entrepreneur qui les intéresse? Ou bien toi, comment tu les as utilisés? Quand tu es entrepreneur, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est différent. Businessman et entrepreneur, c'est vraiment différent. Ah bon? Quand tu es businessman, tu mets en avant ta marque, tu mets en avant ton produit. Quand tu es entrepreneur, ta marque n'existe pas vraiment en fait. Donc c'est toi, c'est ton histoire que les gens suivent. Est-ce qu'il est courageux? Est-ce qu'il va arriver? Donc tu parles de toi jusqu'à ce que tu arrives à faire ressortir ta marque. Et une fois que tu sens que ça commence à décoller, tu te retires et tu laisses ta marque continuer. Mais ça ne peut pas se dissocier. En tant qu'entrepreneur, tu ne peux pas juste parler de ton produit sans parler de toi. Parce que ton histoire, c'est ce qui encourage les gens. Les gens n'ont peut-être même pas envie de payer ton produit, mais à cause de toi, à cause de ta souffrance, à cause de tout ce que tu vis et tu traverses, comment est-ce que tu évolues, ça les encourage à venir. Voilà. Pour moi, c'est comme ça, en fait. En tout Donc, cas. toi, tu as parlé beaucoup de ton histoire. Oui, moi, tout ce qui arrivait, tu parlais. Tout ce que je faisais des directs, comment je préparais, ce que je faisais en cuisine et tout ça. Ouais, ça, c'était... Et ça plaisait beaucoup aux clients. Je vois qu'ils venaient. Ces 2 temps-là, j'ai commencé à changer. Je commence à être un peu plus sensuel dans la cuisine. Je vois... Mais oui, et c'est vrai que les gens disent non, mais il ne faut pas sexualiser la nourriture. Mais je vois que mes ventes de poulet ont décollé. Attends, tu fais quoi au poulet, là? Tu peux être sensuel avec le poulet comme... Oh, ben non. Et donc, les gens peuvent se plaindre, mais après, moi, je regarde mes ventes. Si je vois que ça fait décoller mes ventes, voilà, quoi. Donc, tant que je reste à la limite du légal, voilà. Ça passe. Donc, ça fait décoller les ventes, en tout cas. Ouais. Donc, tu fais ça. Tu as fait plaisir. Ouais. OK. Beaucoup de personnes pensent que tu as commencé Texas Grill parce que tu as vécu aux États-Unis. Non, jamais. Même moi, je pensais ça. Hein. Tu as vécu aux États-Unis, tu connais et tout. Donc, toi, tu grandis en Côte d'Ivoire, tu nais en Côte d'Ivoire. Ouais. Et c'est à quel moment tu pars de la Côte d'Ivoire? On va parler un peu de ton histoire personnelle, puisque tu dis que l'histoire est importante. Ok, d'accord. En 2006, je pars en Inde. En Inde? J'étais étudiant en sciences éco ici. D'accord. Très actif à la FECI. Et en 2006, mais j'ai dit à mes parents, écoute, je n'aime pas les cours que je fais, je vais partir en Inde. Et on me fait partir en Inde, où je fais de l'informatique. En 2010, je reviens en Côte d'Ivoire. Dans quelle ville tu es resté en Inde? J'étais à Bangalore. À Bangalore, voilà. Okay. Donc, quand j'étais là-bas, j'ai perdu mes 2 parents en étant étudiant. J'ai perdu mes 2 parents, mon père d'abord, et puis ma mère ensuite. Et... c'était difficile parce que je n'avais pas de sous. Et donc, je crois que c'est une femme indienne qui a payé mon billet d'avion pour que je revienne en Côte d'Ivoire. Et donc, de là, je me suis dit que j'étais un survivant. Et parce qu'une femme se décide de payer près de 1 million et quelques pour mon billet d'avion. Donc, quand je suis revenu, je me suis dit que j'avais beaucoup de choses à montrer. Donc, quand je suis revenu en 2010, je suis resté... à Yopougon, Koweït, où mes parents avaient construit. Et donc, ça, c'était la descente aux enfers. De 2010 en 2013, ça a été vraiment la descente. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais je n'avais pas mes parents pour s'occuper de moi. Je ne travaillais pas. Et j'étais dans l'alcool, les koutoukou et tout ça. Beaucoup de cigarettes et tout. Et vraiment, je chavirais, en fait. Parce que je suis revenu, je n'avais rien à faire. Je traînais au quartier. Le quartier était rempli de plein de choses, la drogue et tout ça. Et un jour, ma tante qui voit que ça ne va pas bien chez moi, que je suis en train de perdre la raison, m'envoie dans un coin pour prier. Et là, je fais la rencontre du Seigneur. Et elle m'a envoyé dans un coin vers Daroko, chez on ne porte pas je suis là, et Christian Céleste. Donc j'ai fait 3 jours là-bas, je suis revenu à Abidjan. Et après, moi, je suis parti au Ghana, chez un prophète qui m'a gardé pendant 4 mois. 4 mois, 11 jours, on construisait des maisons pour les pauvres, on cassait les maisons en papeaux. Donc pendant 4 mois, j'essayais de connaître Dieu et tout ça. Et parce que, quelle était ma raison d'être sur terre? Et après 4 mois, il m'a dit, bon, écoute, tu peux rentrer à Abidjan. Je suis revenu à Abidjan, j'avais toujours rien à faire. Jusqu'à ce que je découvre un jour que le burger que j'ai fait avait plu à tout le monde.
Donc c'est là que je me suis dit que, écoute, je viens de découvrir ma passion. Comme ça. Et voilà, comme ça. Et donc c'est ça. Et donc c'est depuis ce jour-là que j'ai commencé à préparer. Je peux te dire que tellement j'ai commencé à vouloir faire des plats américains que souvent je dors, je rêve à des recettes, je rêve à comment on fait tel plat, et tout ça. Je pense que quand tu mets dans ton temps dans quelque chose que tu aimes, tu peux même le voir en rêve. Et moi, ça m'arrive à plusieurs fois, à plusieurs reprises. Donc c'est ça. Donc j'ai jamais mis les pieds aux États-Unis. Comme je te disais tout à l'heure, si j'avais fait les États-Unis, je pense que personne n'en a aimé ma nourriture parce que moi, quand je suis parti pour la première fois en décembre 2022, juste tout près là, j'ai pas aimé la nourriture en fait. J'ai vraiment pas aimé la nourriture. Alors si cette nourriture-là, si ces goûts avaient influencé ma cuisine, je pense pas que les Ivoiriens allaient venir manger. Je pense que depuis que je suis petit, je rentrais en cuisine avec ma mère et donc si j'aimais manger des steaks, la purée, comment est-ce qu'elle faisait ses assaisonnements, c'est ce que j'ai regardé. J'ai essayé après moi-même d'améliorer. Au fil du temps, j'essaie d'améliorer avec mes propres recettes, mes propres techniques. Là, tout dernièrement, j'ai fait entrer ma fille parce que, vu que c'est moi qui fais tous les assaisonnements de Texas Grill, donc quand je ne suis pas là, je ne peux pas sortir pendant plus d'une semaine du pays, bien me trucs. Je devenais esclave de mon business. C'est ça. Alors quand ma fille a grandi, j'ai pris ma fille, je l'ai montrée. J'ai dit, voici l'assaisonnement de ta grand-mère. Je lui ai montré l'assaisonnement basique sur lequel je pars pour faire tous mes assaisonnements. J'ai dit, voici l'assaisonnement de ta grand-mère et maintenant, voici mon assaisonnement. Donc, tu fais ça, tu maîtrises ces deux assaisonnements-là. Après, tu peux ajouter ce que tu veux, bien combiner. Mais voilà, c'est comme ça. Mais tu parles déjà de faire cuisiner ta fille et tout. Elle a quel âge? 21 ans. 21 ans? Ok. On a peut-être une image d'elle. On va te la montrer. C'est bien elle, n'est-ce pas? Ouais, c'est elle. Ok, là, cette photo, tu peux nous dire un peu l'histoire derrière? On te voit très ému là. Je pense que je venais de revenir de voyage et puis bon voilà. Donc elle est passée au restaurant, me fait un coucou. Ouais. C'est ça. On ne s'était pas vu depuis un peu longtemps quand même. D'accord. Je pense que quand je te vois, tu n'as pas encore la quarantaine. Si, j'ai 40 ans maintenant. Ok, tu l'as eu donc très jeune, finalement, ta fille. Ouais. Pour toi, c'était très important de pouvoir embarquer ta fille dans cette aventure? Bien sûr, parce que pour moi, en tant qu'entrepreneur, je veux que mon activité soit pérennisée. Et aussi, je pense que si jamais... Moi, je touche du bois, je ne suis pas là demain. Il faut qu'elle ait de quoi faire. Voilà. Elle et ses frères ou ses soeurs, elle ait de quoi faire. Elle ait de quoi pouvoir subvenir aux besoins d'elle et de ses frères. Et ensuite, peut-être vivre sa passion si elle veut. Mais qu'elle ait quelque chose qu'elle sache faire. Voilà. Mais du coup, quand tu lui dis, viens, je vais t'apprendre les recettes de grand-mère et moi, comment elle réagit? Elle est toute contente. Là, même souvent, elle va seule. Depuis que je suis parti aux États-Unis, quand je suis revenu, les clients disent, on a aimé. Et donc, pour eux, peut-être j'ai fait ça pendant 15 jours pour laisser, mais après, je veux que c'est elle qui a fait toutes les sauces pendant que je ne suis pas là. C'est elle qui fait tout. Voilà. Donc, elle aime. Elle va au cours, quand elle revient, elle passe là-bas. S'il y a quelque chose à faire, elle fait des assaisonnements. Elle s'enferme, elle fait des assaisonnements, et puis après, bon, elle rentre à la maison. D'accord. Et quel est ton rapport, du coup, avec la famille en tant qu'entrepreneur? Est-ce que tu arrives à accorder assez de temps à ta fille en dehors des recettes? Est-ce que tu es tellement occupé par le business que tu n'arrives pas du tout? Quel est ton rapport avec Avec ma fille, nous sommes tout le temps ensemble. Bon, là, tu as du succès sur les réseaux sociaux et tout. Forcément, le succès vient avec pas mal de petites. De petites qui veulent en savoir plus sur Maurice, plus que la nourriture. Ouais. Donc, on a Abidjan, hein? Oui, c'est ça. On a Abidjan. Donc, comment ça se passe? Comment tu arrives à maîtriser ça? Parce qu'on a reçu un coach récemment qui nous disait qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a besoin d'avoir beaucoup de rapports sexuels. En quelque sorte, parce que ça libère une certaine... ça libère la créativité. Voilà, ça libère... donc tu as déjà entendu ça. Donc, voilà, donc ça libère la créativité. Et quand on est très stressé par un projet, il faut déposer le projet. Tu vas d'abord et puis tu reviens sur le projet. Donc, comment tu gères ça, toute cette partie? Mais plutôt moi, en tant qu'entrepreneur, moi, j'ai toujours besoin de ma dose de stress. Et donc... il n'y a pas de stress là-bas. Hein? Non, moi, j'ai besoin de ma dose de stress. Okay, donc, quand tu as ta dose de stress, comment tu gères la dose de stress? Non, je gère mon stress.
Premier joker. Non, il n'y a pas de joker, je te dis. Il n'y a pas de joker. Donc, comment tu gères ça? Bon, au moins, les petits qui viennent te voir, qui te font des avances, forcément. Ah ouais, j'ai eu des relations, disons. Ouais, donc j'ai eu des relations, c'est pas... Je suis pas marié, mais j'ai eu des relations quand même. D'accord. Ouais. Donc, toutes les petites qui venaient à la relation. Non, j'ai eu des relations. Ok, J'ai eu des maintenant, comment tu relations fais dans ma pour vie. repousser? Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui n'arrivent pas à dire non gentiment ou à repousser quand il y a des filles qui viennent les voir à cause de leur célébrité en quelque sorte. Donc le revers de la médaille quand on est sur Internet, c'est aussi ça, on devient tout de suite célèbre et ce n'est pas tout le monde qui vient avec de bonnes intentions. Bien sûr. Donc toi, comment tu arrives à déceler ces intentions-là et comment du coup tu arrives à gentiment moi, y a pas, c'est vrai que tu peux pas, c'est pas par pitié que tu causes à qui que ce soit. Donc si quelqu'un te plaît pas directement, tu n'accordes pas du temps, tu causes pas. Si quelqu'un te plaît, tu peux accorder du temps. Voilà quoi. Sinon, si tu dois sortir avec tout le pays, vraiment ça va être chaud. Hein. Je pense que c'est à ton feeling. Si quelqu'un te plaît, voilà, quand tu engages la discussion, la causerie, si c'est pas le cas, tu arrêtes directement. Simple quoi. Voilà. Ok. Et il y a beaucoup de personnes qui ont plusieurs bureaux. Un bureau, 2 bureaux, 3 bureaux. Je pense que tu sais de quel bureau je parle. Ok, d'accord. Est-ce que tu penses qu'en tant qu'entrepreneur, on peut se permettre d'avoir autant de bureaux dehors, autant de personnes, de filles qu'on a autour de soi? Est-ce que ça ne limite pas... Tu n'es pas obligé d'avoir vécu ça. Hein. Bien sûr, ouais. Mais qu'est-ce que tu penses de ça? Parce qu'il y a beaucoup qui limitent leur capacité à force d'être un peu éparpillé un peu partout. Pour toi, quelle devrait être la tenue d'un entrepreneur pour qu'il puisse réussir? Encore une fois, pour toi, il y a entrepreneur et puis il y a businessman. Ouais. Entrepreneur, c'est quelqu'un qui se crée une histoire, qui cravache beaucoup sur son projet. Donc, le gars, quand il est cravaché beaucoup et en même temps, il va avoir plusieurs bureaux à côté, quel conseil tu peux lui donner? De rester concentré. De rester concentré parce qu'il n'y a pas que ça dans la vie. Mais après, moi, je suis aussi... j'ai beaucoup d'amis à Djoula. Je n'ai pas dit musulman, Djoula. Vous l'avez Djoula qui réussissent dans les affaires en ayant 2 femmes, 3 femmes. Donc, je ne vois pas... Tant qu'ils arrivent à s'occuper dès que leur affaire prospère, ok, ben bon... C'est vrai que chez moi, en tant que chrétien, les gens en parlent beaucoup, que non, c'est pas bon, c'est ci, c'est cela. Mais je pense qu'une fois que tu es concentré sur ton affaire, tu es concentré sur ton affaire. Il n'y a pas quelqu'un qui peut te faire dévier parce que tu découvres ta passion, en fait. C'est ça. Tu découvres ta passion. C'est vrai qu'il y a des gens que, on va dire que les filles arrivent à voler leurs rêves, mais je dis non. C'est des gens qui ont eu un succès et qui sont rassasiés. Donc, ils n'en ont plus envie. Ils n'en ont plus envie. C'est-à-dire que toi, tu as eu un petit succès aujourd'hui. Tu ne penses pas à demain. Tu as eu ton succès, tu es rassasié, donc tu commences à faire les choses d'homme marié en même temps. Quoi. Maintenant, bon, moi, mon rêve, il est grand, mon rêve est long. Donc, je suis toujours concentré sur mes objectifs, en fait. Donc, si je peux, 1 fois, 2 fois, ouais, mais bon, je reste concentré. Tu restes concentré. Ouais. Rien donc, ne peut te perturber. Non. Okay. Sauf si toi, maintenant, en tout cas, toi, en tant qu'entrepreneur, il y a des gens qui ont eu un succès, comme je l'ai dit, et qui n'ont plus envie de faire quoi que ce soit. Parce qu'ils ont atteint leurs objectifs. Alors, quand tu as vite atteint ton objectif, c'est normal que tu sois un peu dérouté par tout ce qui se passe autour. Maintenant que tu sais que... Moi, je te suis aussi souvent, je vois que tu es dans le taxi, tu es peut-être dans l'immobilier, ou bien tu es en train de construire un hôtel à Jacquesville, je ne vois pas. Est-ce qu'une femme peut venir stopper ce rêve-là? Non, c'est un rêve, c'est un objectif. Je ne vois pas 1 femme, 2 femmes, 3 femmes venir stopper un rêve comme ça, jamais. Jamais, ça ne peut pas non. arriver, quoi. Hein? Il dit ça ne peut pas arriver. Non, c'est ta passion. Si ta passion, c'est les femmes, tu seras dans ta passion. Si ta passion, c'est de créer des richesses, créer de l'argent, vouloir faire entrer de l'argent, tu restes dans ta passion. Donc tu te juges toi-même en fonction des chemins que tu empruntes. Okay. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses avoir réussi, du coup? Non, du tout. Je ne pense pas avoir réussi. Actuellement, je suis beaucoup de cours à distance. En Amérique, je me suis inscrit dans plusieurs cours et tout ça. Et donc, aujourd'hui, je pense que Texas Grill n'a même pas encore utilisé 50, disons 25% de ses capacités. J'ai encore de très gros rêves pour Texas Grill. Voilà pourquoi est-ce que je suis des cours. Je vais rentrer bientôt en franchise, mais voilà, donc là j'étudie, je vais aux États-Unis étudier la franchise, je vais
Très prochainement, je vais aller à Paris Expo et tout ça pour la même chose. Comme manager, moi, je ne suis pas restaurateur. Je suis passionné de cuisine et je suis entré dans un domaine qui n'est pas le mien. Et donc, j'apprends aussi comment manager vraiment un restaurant. Parce que là, j'ai eu un succès qui est fulgurant. Et donc, pour ne pas descendre, j'ai eu même à faire entrer des étrangers, à embaucher une Européenne comme directrice d'exploitation et tout ça parce que je me donne de grands rêves et que je veux réaliser. Donc je pense que là, je suis en train de partir. On n'a pas encore arrivé à 25% de ce qu'on veut réaliser. Donc je pense qu'on a encore du chemin à faire. Ok, je vais te piquer un peu. Pourquoi embaucher une Européenne comme directrice d'exploitation? Parce que c'est pas méchant. C'est que nous avons un touriste en Côte d'Ivoire qui est un touriste de business. On n'a pas un touriste de loisir. Parce que la nourriture, c'est vraiment le loisir. Donc, quand quelqu'un est à l'extérieur et tout ça, qu'on veut vendre des plages, on veut vendre de la nourriture et tout ça. Mais quand les Européens viennent en Côte d'Ivoire, bien quand les Africains, quand d'autres personnes viennent en Côte d'Ivoire, c'est vraiment pour le business. C'est différent du tourisme de loisir. Ce qui fait que quand tu vas dans un coin, tu vois que les serveurs sont assis, ils te regardent. Tant que tu n'as pas appelé, ils ne sont pas réactifs, en fait. Tu vois. Donc, je voulais avoir des étrangers qui ont un tourisme assez développé, un tourisme de loisirs assez développé, pour pouvoir booster moi-même mes propres gars. Et à la fin de leur contrat, je les fais sortir du restaurant, mais je garde toujours les Ivoiriens, parce que eux, je veux les faire monter en compétences. Mais je veux qu'ils soient motivés. Je veux qu'ils soient motivés comme quand tu vas au Kenya, tu vois, dans le restaurant, c'est toute une ambiance. C'est ça. Voilà, c'est ce que je veux dans mes restaurants. Ok, aujourd'hui, tu es satisfait de tes collaborateurs, tes employés? Je suis très satisfait de mes collaborateurs pour le peu qu'ils font, mais je pense qu'on a encore beaucoup de choses à faire. Encore beaucoup de choses à faire. Ouais. Tu dis que tu es à 25% des rêves que tu as pour parce que là, on veut ouvrir, quand on va entrer oui, l'année prochaine, on va ouvrir une usine de fabrication de sauces. Parce que, comme je l'ai dit, c'est moi qui fais les assaisonnements. Et donc, pour 6 restaurants, tu imagines servir combien de plats par jour, faire des assaisonnements pour tout ça. Ça devient stressant parce que au début, tu fais une bassine pour une semaine. Après, tu vas faire une bassine par jour. Maintenant, tu vas faire 4 bassines par jour. Ça devient très physique. Et à 40 ans, voilà. À 40 ans, donc, je me dis que je dois avoir une usine de fabrication de sauces et d'assaisonnement aussi. Pour les franchisés, pour mes propres restaurants, pour les ménages domestiques, parce qu'on va en vendre dans les supermarchés. Et ensuite, commencer à entrer en franchise, donc commencer à avoir des équipes de formateurs au sein de mes gars. J'ai commencé à former des formateurs et tout ça. Donc, c'est plusieurs choses qu'on veut mettre sur le pied. Et du coup, à quel moment tu te dirais que tu as réalisé ton rêve? Réaliser mon rêve. Ou c'est à quel moment tu te dirais oui, mais comme je t'ai dit, une fois que tu as réalisé tes rêves, il y a un de mes voisins, quand j'ai commencé Texas Grill, qui voyait l'avancée. Il me dit, non, mais tu sais que ça va s'arrêter bientôt, non? Parce que toute entreprise qui atteint son apogée entre en déclin. Ça. Et moi, je lui ai dit que moi, mes entreprises ne vont jamais atteindre les apogées. Et donc, je ne veux pas atteindre mes rêves parce que je serai toujours en train de monter. Après, mes filles vont ajouter leurs rêves à mes rêves, et mes enfants vont ajouter leurs rêves à leurs rêves. Je pense que ça va toujours continuer. Que je ne vais jamais atteindre l'apogée. Ouais. Super. Et quelles sont les plus grandes difficultés que tu as connues sur ton parcours jusque-là? Bon, les difficultés, on a tous les mêmes difficultés en Côte d'Ivoire. Hein. C'est-à-dire que nous, en tant qu'entrepreneurs, on ne se forme pas avant d'entrer dans l'entrepreneuriat. Voilà. On pense que la passion suffit. C'est pas le cas. Il faut vraiment se former. J'admire des pages comme ta page et d'autres pages qui touchent ces aspects-là. Parce que nous, on ne touche pas. Nous, on veut s'asseoir, venir vendre, avoir les clients et tout. Mais après, il y a les aspects juridiques, il y a tellement de choses autour d'un business. Il y a aussi des fédérations. Là, j'ai compris. Je me suis mis dans plusieurs fédérations. Tu vois, là, je peux faire partie d'une délégation du gouvernement, aller aux États-Unis. Je viens de partir tout dernièrement avec le CPC à Londres. On est parti à Londres, on a fait 2 semaines, je suis revenu. Donc, ça commence à devenir... Je commence à comprendre que il y a tellement d'organismes autour de l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire, mais vu qu'on ne part pas vers eux pour avoir l'information, on s'est dit que le gouvernement ne nous aide pas bien, ils ne font rien pour aider les entrepreneurs, pendant que c'est vrai qu'ils viennent ils te coupent, ils prennent de l'argent, mais en même temps, il y a des structures aussi qui sont là pour nous accompagner et qu'il faut se rapprocher de ces structures-là. Et donc ça, c'est vraiment par connaissance. Il faut apprendre à connaître son terrain, à connaître... Je vois des gens qui créent des fédérations, et qui
qui ne peuvent pas vraiment booster les autres. C'est-à-dire qu'on vient, on va te... C'est pas des fédérations solides. Et donc, il faut appartenir à des fédérations qui sont solides, qui peuvent te protéger aux besoins, qui peuvent te donner des conseils, qui peuvent te permettre de partir rencontrer des gens. Là, notre usine de production de sauce sera financée par une banque américaine qu'on appelle Amexi, la banque d'import-export américaine. Et donc ça, c'est grâce à nos fédérations que nous sommes partis les rencontrer aux États-Unis et qu'ils ont accepté de nous financer. Donc ça, c'est ça. Il faut appartenir à des fédérations, il faut comprendre tout l'écosystème de l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. Tu t'assois pour comprendre, parce qu'il ne faut pas te lancer dedans. Parce que quand tu te lances dedans et que tu n'as personne pour te soutenir, tu vas toujours rester au même niveau. C'est si tu as ouvert, moi, j'étais à une table et que je n'avais pas de vision, je serais resté à la même table. Donc, il y a vision, discipline et tout ça en tant qu'entrepreneur qu'il faut maîtriser. Ok, donc ouais, tu fais bien d'en parler parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui veulent rester seuls dans leur coin et espèrent réussir seuls. C'est difficile aujourd'hui dans notre monde de réussir seul. Bien sûr. Ça, tu le dis bien. Et tu parles de structures qui accompagnent des entrepreneurs ou des structures auxquelles des entrepreneurs doivent appartenir. C'est quoi le top 3 des structures aujourd'hui pour un entrepreneur ivoirien? Quelles sont les structures qu'il doit approcher à peu près? Bon, moi, je fais partie de... Non, le CPC, ce n'est pas un coin où on va s'inscrire. La CPC regarde les grandes fédérations. C'est ça. Et donc, chaque fois qu'il y a... La CPC, c'est une chambre où on vient investir. Donc, elles font la promotion de la Côte d'Ivoire à l'extérieur comme à l'intérieur. Investisseurs étrangers comme investisseurs nationaux. Alors, ils vont regarder dans les fêtières, dans les différentes fédérations, qu'est-ce que vous avez comme investisseur, bien, quels sont vos besoins. Auquel cas, on va envoyer des gens pour venir investir dans vos besoins. Alors, quand je prends une fédération comme la mienne, qui est la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises, la FIPME. Et donc, d'abord, je fais partie de la Fédération nationale de l'industrie de l'hôtelière, à cause de la restauration. Cette fédération-là est rattachée à la FIPME. La Fédération des pharmaciens est rattachée à la FIPME. Alors, donc, quand le CPC cherche quel coin où est-ce qu'on doit investir de l'argent, ils vont me demander à ces fédérations-là, vous avez besoin de quoi? Et en fonction de ça, maintenant, ils vont aller voir les bailleurs internationaux. OK, c'est cette fédération, nous, on veut soit le cacao, soit ceci, soit cela. Voici les secteurs qu'on veut vulgariser. Voilà, donc ils vont venir, ils vont nous faire partie pour aller rencontrer ces personnes-là, exposer ce qu'on a exposé et puis revenir. Alors, mais quand tu n'es pas dans ce genre de fêtière, que tu restes seul, ou bien que tu ne sais même pas à quelle porte taper, tu vas te dire non, tu vas partir à la banque, on ne te soutient pas, tu vas te dire bon, d'abord la banque ne finance pas, ça c'est vrai que la banque ne finance pas, la banque ne fait pas ci, la banque ne fait pas cela, ou bien l'État ne fait pas ci, l'État ne fait pas ça, mais il faut entrer dans les fédérations. Il y a celle-là, il y a la FIPME, Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises. Il y a la Chambre du commerce ivoirienne, qui est une chambre aussi, et auquel vous devez appartenir. Il y a... Bon, c'est les deux grandes que moi je maîtrise. Que tu maîtrises et qui sont déjà essentielles pour commencer. Super, merci à toi. Merci beaucoup. Question très importante. Toi, tu l'as dit, toi, tu n'es pas restaurateur, tu n'as pas fait de formation dedans, tu avais juste une passion, tu aimais les burgers et puis le burger t'a sauvé finalement et donc tu as dit tu vas le faire à fond. Quand tu te rends compte qu'il faut structurer ton entreprise, par quoi tu commences? Tu as dit que tu avais pris une directrice d'exploitation. Est-ce que c'est la première personne que tu prends pour structurer ton entreprise? Non. Ou par qui tu commences? Déjà, moi, j'ai pris des personnes par recommandation. C'est ça. Par recommandation, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Je pense qu'il faut avoir un cabinet conseil. Donc, il faut se rapprocher d'un cabinet de conseil qui va te dire tes besoins. C'est ça. Parce que tu es en train de construire une entreprise. Tu ne vas pas rester le chef, bien le plus intelligent. Comme je l'ai dit ces 2 temps-là, je ne peux pas être le plus intelligent de mon entreprise. Je suis un entrepreneur. Je n'ai pas fait la cuisine. Je n'ai pas fait la restauration. Alors, je veux des gens qui sont plus intelligents que moi. Je veux des chefs cuisiniers, je veux des directeurs, des ressources humaines et tout ce qui rentre dans la composition d'une entreprise, dans la structuration. Et donc, pour cela, tu vas avoir un cabinet conseil qui va te dire, écoute, voici ce que, en fonction de ton business, voici ce que tu dois avoir comme administration, ou bien un truc comme ça. Bon, voilà. Quand c'est comme ça, quand tu as les moyens, tu commences à embaucher. Quand tu n'as pas les moyens, tu commences à embaucher ceux qui vont te dire, non, bon, prends ça. Et quand tu prends, c'est toi-même qui vois est-ce que ce que la personne fait
c'est suffisant pour toi, c'est ce que tu voulais, c'est pas ce que tu voulais. Tu changes, tu prends une autre personne, voilà. Je pense, moi, j'ai toujours embauché par recommandation, mais cette année, par exemple, avec l'ouverture des nouveaux restaurants, je suis passé par RMO. RMO, ça m'a coûté vraiment cher. Une grosse somme quand même, hein, près d'une dizaine de millions pour pouvoir embaucher certains membres. Oui. Mais c'est des membres de direction quand même. Membres de direction, voilà. Donc, voilà, parce que je veux me donner toutes les chances de pouvoir atteindre mes objectifs. Les objectifs, ok. Ouais. Pour pouvoir payer 10 millions, il faut forcément avoir de l'argent en quelque sorte. Bon, j'ai une autre photo pour toi. Je dirais même 2 photos pour toi qu'on a trouvées sur Internet. Ah bon? Est-ce qu'on peut les mettre? On a celle-ci. Déjà ça, et tu peux me montrer rapidement l'autre photo? Pas celle-là. Et cette photo. Donc, j'ai l'impression que tu aimes tout ce qui est gigantesque. Bah ouais. Il faut que ça impressionne en fait, le public. Il faut que ça impressionne le public. Et c'est quoi le nom de ce burger? C'est un Predator 2, je pense. Et ça, est-ce que quelqu'un peut manger ça? Bah bien sûr, les gens mangent, moi. Moi, je détruis ça. Hein. Ah bon? Ah oui, on voit, tu es bien paqué là. Mais pour un homme qui aime autant la cuisine, qui aime faire les burgers, est-ce que tu penses que la place de la femme, c'est finalement la cuisine, comme plusieurs le pensent? Ah ben oui, la place de la femme, c'est la cuisine. Pourquoi? Pourquoi? Parce que moi, je ne prépare pas quand c'est gratuit, en tout cas. Tu ne prépares pas quand c'est gratuit? Non, donc tu penses que l'homme ne prépare quand quand il y a l'argent, quand il sait qu'il y a un client qui va acheter là, que je prépare. Je rentre en cuisine pour préparer. D'accord. Mais je ne vais pas entrer à la maison puis aller encore préparer. Non. Donc tu ne prépares même pas quand tu rentres chez toi? Non, tu prépares juste pour commercialiser? Très rarement. C'est quand je sais qu'il y a un barbecue à faire pour la famille, je peux préparer. Sinon, à part ça, non. La femme peut aussi dire autant qu'elle ne prépare que pour l'argent, elle ne prépare pas gratuitement. Ah, mais voilà. Ici, ça dépend des foyers aussi. Hein. Ça dépend des foyers. Voilà, parce que si tu es dans ton foyer, que c'est ta femme qui paye tout, donc tu rentres à la cuisine. Et c'est à toi de cuisiner. Voilà. Ah, donc c'est comme ça, tu vois. Mais c'est donc comme celui ça. qui paye, il ne cuisine pas. Aïe. Mais si vous cuisinez, vous de vous travaillez, vous ramenez l'argent, qui cuisine En fait, je pense que moi, en tant qu'étudiant à l'extérieur, j'ai beaucoup appris à cuisiner. J'ai appris. Donc, c'est que le jour, ça, peut-être ma femme est malade et tout ça. Mais ça risque pas d'arriver parce que, bon, après, c'est vrai que les gens aiment parler de ça sur Internet et tout ça, mais généralement, c'est les gens qui ont toujours des aides à la maison, qui ont toujours des personnes pour les aider à cuisiner. Donc, c'est juste pour débattre. Sinon, la place de la femme, c'est à la cuisine. Tranquillement. Et la femme, du coup, ne devrait rien faire d'autre que cuisiner alors? Non, elle travaille. Mais donc, la femme va cuisiner, elle va travailler et venir cuisiner à la maison. Pendant que l'homme ne fait que travailler. Elle vient préparer pour son mari. Voilà. Elle vient préparer pour son mari. Il y a les aides qui préparent pour les enfants et tout, mais si elle a envie, elle va venir préparer pour son mari. Parce que quand elle va venir, c'est déjà après aussi. C'est ça, mais pourquoi tu penses que c'est important, du coup, pour une femme de vraiment cuisiner, surtout pour son mari? Parce que en venant, j'avais une publication qui disait que l'homme doit aimer plus sa femme. Après, je dis que non, l'homme doit respecter plus sa femme, la femme doit aimer son mari. Pourquoi? Elle est la garante du foyer. Donc, c'est normal pour elle de s'occuper de ses tâches. C'est-à-dire cuisiner, faire la lessive. Elle est la garante du foyer. L'homme, lui, il protège son foyer. C'est le guerrier. Sauf si tu as trade ton côté guerrier pour une femme qui t'apporte tout, sinon c'est toi qui dois gérer ta maison. C'est toi qui dois apporter l'argent. C'est toi qui dois t'occuper des enfants. Tu dois tout faire. Voilà. Donc, ne permets pas à ce que ta femme... C'est vrai que nous sommes dans un nouveau siècle où la femme va apporter 50%, tu vas apporter 50%. Ça, généralement, les hommes le font. Voilà pourquoi c'est bon si tu entres en entrepreneuriat. Entre en entrepreneuriat, tu vas gagner de l'argent pour t'occuper de ta famille. C'est mieux. De chercher à vouloir savoir combien ta femme gagne, venir dépenser l'argent pour payer, essence, tout ça. Non. Pas la peine. Donc pour toi, l'homme, il doit être le garant financier de la maison. Ouais, il gère les enfants, il sort pour aller travailler, il revient, il s'occupe de sa famille. La femme prépare pour attendre son mari, masser, faire ce que tu disais là. Est-ce que c'est pas un peu rétrograde cette façon de penser? Non, c'est pas rétrograde. Tu dois t'attirer les foudres des féministes quand même. Non, c'est mes mamans, elles le savent. Mais après, avec ce qui se passe, c'est-à-dire, tu peux pas ne pas t'occuper de ta famille et vouloir avoir un respect. Elle va pas laisser fatiguer puis elle va venir. Et tu vas venir l'emmerder pour avoir un respect que tu mérites. Non. Moi, je pense que mon père a toujours travaillé, il n'a jamais maltraité ma maman. Et voilà. Et donc, c'est pas moi aussi de maltraiter quelqu'un. Mais je pense que préparer,
c'est pas maltraiter quelqu'un. Préparer, c'est plutôt lui montrer de l'amour. Quand tu payes le billet d'avion pour ta femme, quand tu t'occupes de tes enfants et tout ça aussi, c'est leur montrer de l'amour. Voilà. L'argent ne te quitte pas des arbres pour tomber, non. Tu allais te battre pour venir. Tu te bats pas pour toi, tu te bats pour ta famille. Mais qu'est-ce que tu fais du coup si ta femme refuse de cuisiner? Mais si elle refuse de cuisiner, l'aide va cuisiner. Et tu vas quand même manger. Tranquillement, ça ne Mais dérange pas. est-ce que tu aimerais la femme de la même façon si elle ne cuisine pas, vu que sa place est dans la cuisine? Ça ne dérange pas parce que tu as pris ta femme là, c'est pas pour qu'elle soit dans la cuisine. Mais tu dis sa place est dans la cuisine. Tu te contredis là. C'est une manière de parler, c'est une manière de parler. Mais je dis que de toi à moi, si quelqu'un doit entrer dans la cuisine pour préparer pour quelqu'un, c'est ma femme. Mais pourtant, toi, tu sais bien cuisiner. Mais tu oui, peux aussi je rentrer en cuisine. peux lui faire plaisir, peut-être. temps en temps. Ouais, mais c'est pas. C'est-à-dire qu'elle sait qu'elle doit préparer pour moi. Nous sommes dans la maison 24 heures. Mais qui va préparer? Non, c'est toi. Toi, tu sais cuisiner. Tu sais faire burger. Imagine ta femme ne sait pas faire burger et elle veut manger burger tous les jours. Si elle veut manger burger, je fais du burger pour elle tous les jours. Ben oui, alors, donc c'est dit, tu rentres Elle va connaître la route de tous les coins où on vend burger là. Non, je peux pas. C'est bien dire. Donc, en plus de femmes, on parle un peu d'argent. Quel est ton rapport avec l'argent? Est-ce que tu te dirais très dépensier, économe? Pour toi, l'argent, ça représente quoi? Pour moi, l'argent, heureusement que je suis pas. Je suis très dépensier. Ah, ça au moins tu le dis. Très dépensier, mais je ne dépense pas sur moi. Ok. Donc, j'aide beaucoup. Voilà. Et sinon, moi, je suis quelqu'un de très simple. Vous allez toujours me voir peut-être en culotte, en truc. Peut-être tout à l'heure, vous avez vu ma voiture, vous avez dit, c'est la voiture de livraison. Je suis quelqu'un de très simple parce que je ne dépense vraiment pas sur moi. Et donc, j'aide beaucoup autour de moi et tout. Ça, c'est un truc que je dois arrêter. Et pourquoi le besoin d'aider beaucoup autour de toi? Parce que moi, je sors, comme je vous ai dit, que moi, à mon retour, je suis parti à Koweït. Donc, imaginez un peu de quel genre de famille je sors. Pour un Koweït, c'est quand même une vie très difficile. C'est une vie peut-être de ghetto, je sais pas. Et donc, je sens que je dois aider un peu plus des gens qui sont un peu dans ma condition et tout ça pour pouvoir essayer de monter un peu. Mais je ne peux pas y arriver. Après, je me rends compte que je ne peux pas y arriver parce que si les gens ils ne viennent pas te demander de l'argent pour avancer dans leur business, pour avancer dans la vie. Ils veulent juste avoir de l'argent pour dépenser. D'autres veulent juste viennent te demander de l'argent pour voir si tu les aimes ou si tu ne les aimes pas. Donc, ça devient un peu... Et puis, bon, là où je suis arrivé, je pense que je ne peux plus sortir de l'argent comme ça. Donc, voilà. Bon, du coup, comment tu comptes t'y prendre pour y arriver? Parce que beaucoup de personnes ont les mêmes soucis, hein, surtout dans Non, nos déjà, contrées. je suis arrivé depuis l'année passée, bien l'année passée, au moment où ça, je me fixer un salaire. Quand tu es entrepreneur, peut-être tu n'as pas de salaire. On te dit toujours un salaire. Mais quand tu es au début, que tu dois réinvestir tout l'argent, tu ne peux pas te fixer de salaire parce que tu ne sais pas comment est-ce que l'affaire va tourner. Mais à un moment donné, tu te fixes un salaire. Donc, si tu dois aider, tu aides dans ce salaire-là. Si tu sais que tu ne peux pas aider, tu n'aides pas. Et puis, bon, Puis voilà. tu fais prospérer ton entreprise. Sinon, à un moment donné, le temps de te réveiller, tu vas voir que ton entreprise est endettée de tous les côtés. Par ta faute, au fait. Ok. Et du coup, l'argent, ça représente quoi pour toi? L'argent, ça représente un moyen. Dans la Bible, on dit, je ne sais pas si je n'ai pas oublié ce mot-là, mais on te dit que l'argent répond à tout. Voilà, donc l'argent, c'est un moyen de répondre à tout. À tout. Ouais. Tout. L'argent répond à tout. Ça, c'est écrit dans la Bible. L'argent répond à tout. Quel verset ça? Je ne sais pas, je peux chercher. Vous pouvez taper sur Google, vous allez voir. D'accord. L'argent, c'est un verset qui commence par, je ne sais pas, c'est l'amour, mais l'argent répond à tout. Je pense que c'est ça. Donc le rôle de l'argent, c'est de répondre. Ouais, l'argent peut te permettre d'atteindre tes objectifs très rapidement. L'argent peut te permettre de sortir de problèmes très rapidement. L'argent peut te permettre plusieurs choses. Voilà. Et tu penses que l'argent aussi peut contribuer au bonheur, peut faire le bonheur? L'argent peut faire le bonheur. Ça contribue au bonheur. L'argent n'est pas le bonheur. Moi, je le dis. L'argent n'est pas le bonheur. On dit, faut me donner temps pour avoir. Mais après, l'argent n'est pas le bonheur. L'argent contribue au bonheur. Parce que tu peux voir tes enfants qui ont besoin de quelque chose, tu achètes, tu vois la joie sur leur visage et tout ça. Mais si c'est cet amour de l'argent là, tu vois... Non, tu ne peux pas. L'argent ne contribue pas au bonheur. L'argent contribue au bonheur, mais ce n'est pas le bonheur. Ce n'est pas le bonheur. Yeah. Ça, tu dis ça juste comme ça ou bien c'est vraiment quelque chose que tu penses? C'est la vérité. C'est la vérité. On va bientôt terminer. Okay. Et selon toi, quel est le plus grand piège que les entrepreneurs devraient éviter? Parce qu'on peut avoir du succès rapidement, on peut avoir de l'argent rapidement, on peut être adulé. Quel est le plus gros piège
que les entrepreneurs devraient éviter ou auxquels ils devraient faire très attention? Je pense que c'est ce que j'ai dit pour moi, en tout cas, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et il faut se donner des objectifs. C'est ça. Il faut tout faire pour sortir de l'entrepreneuriat, pour être businessman plus tard. Et donc, ça veut dire que tu as réussi. Hein? C'est pas que tu as réussi en entrepreneuriat et tu deviens un businessman. Donc, il faut tout le faire. Et ensuite, il faut être insatiable. Il ne faut pas être rassasié. Non, il ne faut pas être rassasié. Parce que quand tu es rassasié, tu n'arrives plus à avancer. Voilà. Donc, en tant qu'entrepreneur, il faut toujours avoir faim de nouvelles choses, avoir faim de pouvoir toujours avancer. Et il ne faut jamais atteindre son apogée. Une fois que tu atteins ton apogée, tu descends en déclin. Et donc, il faut toujours avoir de nouvelles choses pour surprendre le public et monter. Pour moi, c'est ça. Ça, c'est très bien dit. Ouais. Aujourd'hui, tu penses que tu es un businessman? Aujourd'hui, je pense que je suis un businessman. Donc, tu as réussi quand même en tant qu'entrepreneur déjà. En tant qu'entrepreneur, j'ai réussi à montrer que mon business est viable. Ouais. En tant qu'entrepreneur, j'ai réussi à montrer que mon business est viable. Je n'ai pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour avoir des clients chaque soir dans mon restaurant, dans chacun de mes restaurants. Donc, je pense que mon business, il est très viable. Ok, super. Quelles sont tes actualités du coup? Il y a un 5e restaurant qui ouvre très bientôt. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Si on veut rencontrer Goris, comment on fait? Je pense que je suis quelqu'un de très... On peut m'avoir tellement facilement. Et donc, je suis toujours au restaurant. Lequel? À la Riviera 2, où j'ai commencé. C'est là que je fais la formation de toutes mes équipes. Et donc, mes braiseurs, c'est moi qui forme les braiseurs. C'est moi qui forme tout le monde et tout ça. Et donc, je pense qu'on peut me rencontrer facilement à la Riviera 2. Et ensuite, par appel, j'ai mes bureaux en zone 4. Donc, si c'est un truc particulier, bien discret, j'ai mon assistante et j'ai toute une équipe autour de moi. Donc, ils peuvent me rencontrer facilement aussi en zone 4. En zone 4. Mais généralement, tout le monde vient me croiser à la Riviera 2. À la Riviera 2, c'est là-bas aussi que je te vois pas mal de temps, donc c'est bon. Ouais. Écoute, est-ce que tu as un dernier mot pour la fin? Un dernier mot, c'est vraiment te dire merci. Merci de considérer tes jeunes frères ivoiriens. J'espère que tu es ivoirien. Donc, tu merci. Sais même pas si je suis ivoirien ou pas. Mais déjà, si tu fais tes trucs en Côte d'Ivoire, merci de considérer tes jeunes frères ivoiriens, africains. Et je pense que l'avenir est en Afrique. Voilà. Et donc, comme quand je t'ai dit, quand j'ai eu mon problème, les gens pensaient que j'étais quitté aux États-Unis. Voilà pourquoi est-ce que tout le monde a voulu me recevoir et tout ça. Mais après, quand j'ai dit non, j'ai jamais fait les États-Unis. Et ils ont mis ça sous le canapé. Alors, merci de considérer tes jeunes frères ivoiriens. Et merci pour tout ce que tu fais pour l'entrepreneuriat. Donc, je dis aussi aux jeunes Ivoiriens que l'entrepreneuriat est réel si on peut s'en sortir là-dedans. Voilà, beaucoup s'en sortis, sauf si on croit en ses rêves et si on poursuit ses rêves. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi, Goris. Voilà. C'est vrai que je veux être africain, mais sinon je suis ivoirien d'origine. Ça ne se sent pas toujours dans mon accent, mais je suis ivoirien. C'est cool. Merci d'avoir accepté de partager ton histoire très inspirante. Merci beaucoup. Je pense que vous avez été inspiré également de l'histoire de Goris. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à poser des questions. Et si vous voulez que Goris revienne sur la chaîne pour autre chose, une vidéo, un live, n'hésitez surtout pas à le dire dans les commentaires. Merci. Super, merci à toi. Et merci à vous de nous avoir suivis. Et on se dit à bientôt dans la prochaine vidéo. Ok. Bye bye.